Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va entamer le cours sur la dilatation de bronches. Avant de commencer, je vais vous raconter une petite histoire de la vraie vie. C'est l'histoire de Fatima. C'est une dame de 45 ans. Elle vient vous voir pour des crachats hémoptoïques depuis 2 jours. Donc, elle a des hémoptysies de faible abondance depuis 2 jours. Elle rapporte également une toux et des expectorations purulentes, sensation fébrile. Donc en fait, quand vous poussez un petit peu l'interrogatoire, elle vous rapporte qu'elle a déjà présenté cette même symptomatologie, mais n'a jamais craché de sang. Elle a été mise aux antibiotiques. Mais dès qu'elle arrête les antibiotiques, les expectorations réapparaissent. Elle a également réalisé une radiographie thoracique et son médecin lui a dit qu'elle a une dilatation de bronche. Quels sont les éléments pertinents de cette observation? En fait, il y a plusieurs choses. Il y a l'apparition de symptomatologies récentes, qui, que sont les crachats hémoptoïques. Et puis, on voit bien ici que cette dame, elle a une pathologie chronique, puisqu'elle rapporte depuis longtemps des expectorations qui sont, on va dire, chroniques et qui nécessitent la prise répétée de traitements et qui réapparaissent ou qui s'aggravent après traitement. Et puis, il y a ce diagnostic de dilatation de bronche qui a été annoncé par mon médecin généraliste. Vous comprenez aujourd'hui que le sujet de notre cours est la dilatation de bronche et on va essayer de voir cette entité, de définir la dilatation de bronche. À la fin de ce cours, vous devez être capable de définir la DDB, d'en reconnaître les principes physiopathologiques et les différents types anatomiques, d'en connaître les principales étiologies et de savoir évoquer ce diagnostic, puis de le confirmer par un certain nombre d'examens complémentaires qu'on va détailler. La dilatation de bronche est une pathologie qui est fréquente et qui entraîne des complications. Vous devez les connaître pour savoir les chercher et les reconnaître. Quel bilan allez-vous demander devant une dilatation de bronche et quels sont les principaux volets thérapeutiques de cette? Quand on dit dilatation de bronche, au final, la définition de la maladie se résume dans le nom de la maladie. Dilatation des bronches, ça veut dire que les bronches sont dilatées, sont augmentées de calibre, mais de façon permanente et irréversible. Mais il n'y a pas que l'augmentation du calibre des bronches, il y a également une altération de la fonction. Et donc, quand les bronches vont être dilatées, on va les voir de trop, on va trop les voir. C'est un élément de diagnostic. Et quand je parle d'altération de la fonction de ces bronches, c'est-à-dire que les bronches, les cellules vont produire plus de mucus et on va avoir une altération de la clairance mucociliaire et de ces éléments-là vont découler la présentation clinique. On va distinguer grossièrement deux pathologies. La dilatation de bronche qui est localisée à un segment ou un lobe et la dilatation de bronche qui est diffuse. Et vous comprenez bien que la clinique est différente, que les étiologies sont différentes et que la prise en charge thérapeutique de ces pathologies sont différentes. C'est une maladie qui n'est pas récente. Elle a été décrite au début du 19e siècle par M. Laennec. Et c'est une pathologie qui est très très fréquente dans notre pays. Vous allez voir que vous soyez médecin généraliste ou quelle que soit la spécialité, votre spécialité, vous allez certainement rencontrer des patients qui présentent une dilatation de bronche. Pourquoi c'est une pathologie qui est fréquente dans notre pays? Parce qu'on va le voir, l'une des principales étiologies de la DDB est les infections, une origine infectieuse. Pour autant, les étiologies sont diverses, on va les étudier. C'est une maladie qui est bénigne, mais qui va être greffée de plusieurs complications qui peuvent être graves, potentiellement graves, voire même peut-être mortelles. C'est une pathologie, lorsque la DDB est diffuse, elle peut entraîner une insuffisance respiratoire chronique. Vous comprenez bien, lorsque j'ai une dilatation de bronche diffuse qui atteint le poumon droit, le poumon gauche, les différents lobes, eh ben, ça va altérer la fonction du poumon, c'est-à-dire que je vais avoir l'évolution vers l'insuffisance respiratoire et donc un handicap respiratoire. Elle va donc ainsi poser un problème de prise en charge thérapeutique. Donc ainsi, on va distinguer deux DDB, deux maladies. La dilatation de bronche qui est localisée, c'est-à-dire qui va être localisée à un lobe ou un segment, et la dilatation de bronche qui va être diffuse. En fait, on va parler de bronches dilatées lorsque les bronches atteintes sont dilatées au-delà de la 4e, voire à la 8e ordre de division.
avec une obstruction des bronchioles d'aval. Et si on prenait par exemple les poumons et on les voyait en macroscopie, on voit bien que non seulement les bronches sont dilatées, mais elles sont tortueuses, ramollies, c'est-à-dire que les bronches, les parois des bronches ont perdu leur rigidité. On va décrire ainsi trois types des dilatations de bronches cylindriques, également appelées fusiformes, on va le voir de suite, des dilatations de bronches moniliformes ou variqueuses et des dilatations de bronches sacciformes ou kystiques. Alors, ces trois types sont décrits en fonction de la morphologie, de la macroscopie et de la morphologie de ces dilatations de bronches. Donc ici, on va voir là, à ce niveau-là, vous avez, hop, le pointeur, vous avez ici une bronche normale, un poumon normal, avec des bronches qui vont diminuer de calibre au fur et à mesure de la division. Sur l'autre plaque, on voit ici que en fait, les bronches ne vont pas diminuer de calibre au fur et à mesure de la division, elles vont plutôt être dilatées, tortueuses pour certaines. Et donc ainsi, voilà, on va décrire les trois types de DDB. Soit la dilatation de bronche va être cylindrique, hein, on va un petit peu l'apparenter à des branches. Soit elles vont être moniliformes, c'est-à-dire une succession de rétrécissement et de dilatation, un peu comme un chapelet. Ou alors, elles vont être sacciformes, un peu comme une grappe de raisin. Regardez avec moi. Ici, je vous ai mis un examen qu'on ne fait plus. C'est ce qu'on appelle une bronchographie. On ne le fait plus aujourd'hui, ça a été supplanté par d'autres examens. Mais ça illustre très bien l'aspect macroscopique de la dilatation de bronches. Regardez ici, au niveau de ce lobe inférieur, on voit bien que les bronches sont dilatées, mais la dilatation des bronches est régulière. Les parois restent parallèles, d'accord? Alors que ici, au niveau du lobe supérieur, on voit bien qu'il y a une réduction du calibre des bronches. C'est ce qu'on appelle la dilatation de bronches qui est cylindrique ou fusiforme et qui est définie ainsi par une dilatation régulière des lumières bronchiques avec le parallélisme des parois qui est maintenu. Par contre, là, sur cette deuxième figure, toujours de la bronchographie, on voit qu'il y a des parties dilatées et des parties rétrécies. En fait, c'est la définition de la dilatation de bronches variqueuse ou moniliforme où il y a une succession de dilatation et de rétrécissement des lumières bronchiques. C'est une alternance de dilatation et de rétrécissement incomplet des lumières bronchiques. Et puis, la troisième forme macroscopique, c'est la dilatation de bronches sacciformes ou kystiques. Ici, sur cette bronchographie, on voit carrément des niveaux liquides, des espèces de sacs-là, des kystes, hein, où les sécrétions vont venir se déposer et vont créer ce niveau liquide. C'est la dilatation de bronches kystiques ou sacciformes avec cette progression du diamètre des bronches qui vont se terminer en cul-de-sac et qui vont ainsi piéger les sécrétions et qui vont entraîner ainsi des infections récidivantes. Donc, si je veux récapituler, la dilatation de bronches cylindriques avec une dilatation des parois bronchiques, mais avec des bronches, avec des parois qui restent parallèles. Là, c'est un petit peu un schéma et c'est ce qu'on va voir ici sur le scanner, par exemple. Ici, une dilatation de bronche qui est variqueuse. Je vous rappelle que la DDB variqueuse est une succession de dilatation et de rétrécissement, un peu comme un chapelet. Et ici, sur le scanner, vous voyez très bien la succession de dilatation et de rétrécissement. Et puis, la dernière classification, la dernière forme, ce sont ces dilatations de bronches sacciformes en grappe de raisin ou en espèces de sac et qui sont également appelées sacciformes ou c'était pour un aspect macroscopique. Maintenant, si on prenait un petit peu ces dilatations des bronches et on les regardait d'un peu plus près au niveau du microscope, on va voir que à ce niveau-là, on va avoir une inflammation. Cette inflammation est chronique et puis on va avoir une destruction de la paroi bronchique. Et c'est cette inflammation et destruction de la paroi bronchique qui explique l'altération de la fonction des bronches. En fait, on va avoir une succession de phénomènes inflammatoires et les tissus bronchiques vont être remplacés par du tissu fibreux. Et avec cette succession de phénomènes inflammatoires, on va avoir une hypervascularisation systémique. C'est ce qui explique les hémoptysies des DDB. Parmi les principaux symptômes
de la dilatation de bronche, ce sont les hémoptysies. Elles peuvent être de faible abondance, de moyenne abondance. En fait, ce qui se passe, c'est que quand on a une succession de phénomènes inflammatoires, on va de fait avoir une hypervascularisation systémique. Et au décours d'un de ces phénomènes inflammatoires, on pourra avoir comme symptôme l'hémoptysie, comme le cas de notre patiente. Quand cette hypervascularisation systémique est étendue, on peut avoir parfois des anastomoses entre les deux réseaux pulmonaires. Rappelez-vous la physiologie, le réseau artériel systémique bronchique, qui, je vous le rappelle, va naître directement de la grande circulation, c'est-à-dire un système à haut débit, d'accord, au niveau de les artères bronchiques qui naissent directement de l'aorte, et le système circulatoire pulmonaire, qui est un système plutôt à faible débit, qui est le réseau veineux pulmonaire. Et lorsque j'ai des anastomoses bronchiques et pulmonaires, les hémoptysies peuvent être de très grande abondance, potentiellement graves, potentiellement mortelles. Donc, finalement, si on essayait d'expliquer la physiopathologie de la dilatation de bronche, au départ, il y a soit une infection virale, soit une infection bactérienne, soit des anomalies génétiques, on va voir ça dans les étiologies. Ces infections-là vont entraîner une altération de la muqueuse. Cette muqueuse va être altérée, va être siège d'un phénomène inflammatoire intense. Ce phénomène inflammatoire et cette altération de la muqueuse va favoriser la colonisation bactérienne. Et donc, on va avoir une infection bactérienne qui va s'installer, qui va se chroniciser et va altérer encore plus les défenses locales et rendre cette inflammation au départ aiguë, elle va la rendre chronique. Nos cellules bronchiques vont vouloir combattre cette inflammation et cette infection et vont répondre à cette inflammation et cette colonisation bactérienne par une hypersécrétion bronchique. Tout ce phénomène-là, qui est l'inflammation, l'hypersécrétion, la colonisation bactérienne, va finir par endommager la muqueuse bronchique et entraîner des dommages tissulaires qui vont devenir irréversibles et donc altérer la clairance mucociliaire. Cette altération de la clairance mucociliaire va de même favoriser la colonisation bactérienne, favoriser l'infection, pérenniser l'inflammation et on va se retrouver dans ce qu'on appelle le cercle vicieux de Cole. En fait, cette inflammation, ces dommages tissulaires, cette altération de la mucociliaire va augmenter la charge bactérienne qui de fait va pérenniser l'inflammation, entraîner le dommage tissulaire. En fait, c'est un phénomène qui va être auto-entretenu et donc qui va aboutir à des dommages tissulaires irréversibles et donc à la dilatation de bronche. C'est ce qu'on appelle, je le rappelle, le cercle vicieux de Cole. Venons-en aux étiologies. Je vous l'ai dit, les étiologies vont être différentes selon que je sois devant une dilatation de bronche localisée versus une dilatation de bronche diffuse. Les étiologies sont nombreuses. Souvent, dans la majorité des cas, elles sont acquises. Il y a certes des dilatations de bronche congénitales, mais ce n'est pas le plus fréquent. Le plus souvent, la dilatation de bronche est acquise. Pour autant, malgré un bilan étiologique qu'on essaie de faire le maximum, on essaie d'être le plus exhaustif possible, sachez que 30 à 50% des dilatations de bronche demeurent de cause inconnue. Parce que souvent, on n'arrive pas à mettre en évidence cette infection virale dans la petite enfance, on n'arrive pas à avoir cette certitude et de ce fait, on n'arrive pas à prouver la relation entre l'infection et la dilatation de bronche. Alors, commençons par le plus simple, la dilatation de bronche qui est localisée. Logiquement, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir une obstruction d'une bronche qui alimente un lobe ou un segment. Cette obstruction de cette bronche va entraîner tous les phénomènes dont je vous ai parlé tout à l'heure du cercle vicieux de Cole, c'est-à-dire l'inflammation, la colonisation bactérienne, les dommages tissulaires, l'altération de la clairance mucociliaire, etc. Mais du moment que c'est localisé, ces phénomènes vont intéresser uniquement le territoire qui est concerné par l'obstruction bronchique. Bien. Et donc, vous comprenez que ça va être quelque chose, soit de mécanique, quelque chose qui obstrue une bronche, ça peut être une tumeur endobronchique,
Mais cette tumeur endobronchique, ça va être une tumeur bénigne parce que le développement du mécanisme de la dilatation de bronche va prendre du temps. Si c'est une tumeur maligne, rapidement la tumeur va augmenter de taille. On n'aura pas le temps de développer la DDB, si j'ose m'exprimer ainsi. Donc souvent, c'est des tumeurs endobronchiques qui sont bénignes ou à malignité réduite, c'est-à-dire qui se développent très lentement. L'exemple type en est les tumeurs carcinoïdes. Ça peut être un corps étranger, et c'est une étiologie très fréquente chez les enfants, chez les petits-enfants, hein, ou les nourrissons, lorsqu'ils apprennent à avoir le phénomène d'appréhension et donc à mettre tout dans la bouche. C'est une étiologie à évoquer en premier chez les enfants. Et il faut aller chercher ce corps étranger le plus rapidement possible. Et puis, ça peut être quelque chose qui comprime cette bronche. Là, l'exemple type, c'est le syndrome du lobe moyen ou le syndrome de Brock. Alors, juste pour rappeler, si je vous donne des petites notions d'anatomie, que je suis sûre que vous en rappelez certainement. Le lobe moyen, enfin la lobaire moyenne, est une bronche qui est assez fragile. Et à ce niveau-là, il y a beaucoup d'adénopathie et lors des infections, notamment les infections tuberculeuses, et bien c'est cette adénopathie qui va augmenter de taille, qui peuvent se calcifier, vont comprimer la bronche de la lobaire moyenne et on va avoir une dilatation de bronche de la lobaire moyenne au niveau du lobe moyen, ce qu'on appelle le syndrome de Brock. Bien, donc ça c'est pour ce qui est les origines mécaniques, compressives. Soit il y a une compression endoluminale à l'intérieur de la bronche, le corps étranger, la tumeur à malignité réduite ou la tumeur bénigne, soit c'est quelque chose extraluminal en dehors de la bronche et c'est classiquement des adénopathies médiastinales qui vont comprimer les bronches. Et puis, on peut avoir une DDB localisée qui est le témoin de séquelles, principalement la tuberculose. On peut faire une tuberculose qu'on va traiter et on va garder des séquelles de tuberculose. Alors souvent, les séquelles de tuberculose, elles sont localisées au niveau des lobes supérieurs. On va avoir des dilatations de bronches au niveau des lobes supérieurs. Sachez également on peut avoir de la dilatation de bronche lorsqu'on a des lésions de la plèvre, une plèvre qui va s'épaissir, elle va attirer et va rétracter les lésions séquellaires rétractiles de la plèvre. Et puis, une autre entité dont je ne vais peut-être pas vous parler aujourd'hui, ce sont les dilatations de bronche par traction. Il y a un phénomène fibrosant dans ce poumon, dans ce lobe, qu'il va tirer les bronches et c'est ce qu'on appelle les DDB par traction. Alors, la dilatation de bronche, les étiologies des DDB diffus sont totalement différentes. Donc, ça va être un processus diffus qui va intéresser toutes les bronches. Et en chef de file, ce sont les origines infectieuses. Les origines infectieuses, principalement les infections de la petite enfance. Sachez que les bronchopneumpathies de l'enfance, principalement les bronchopneumpathies virales, peuvent se manifester à l'âge adolescent, voire à l'âge adulte, par de la dilatation de bronche. Et c'est là où je vous ai dit tout à l'heure qu'il est parfois difficile de poser le diagnostic étiologique de ces DDB, parce que souvent les patients ne consultent qu'à l'âge adulte et fatalement ils ne se rappellent pas d'avoir fait une infection virale sévère dans l'enfance. Et donc, principalement, ce sont les virus, notamment le virus respiratoire syncytial et la rougeole, mais également les autres infections type coqueluche, mycoplasme, etc. Une autre étiologie qui n'est pas infectieuse, mais qui est toxique, donc c'est un irritant, ce sont les inhalations de produits toxiques, particulièrement des personnes qui travaillent dans des usines de chlore, où on peut avoir, suite à des inhalations répétées, le phénomène inflammatoire qui va donc entraîner cette dilatation de bronche. Parmi les étiologies incriminées également, le reflux gastro-œsophagien. Et puis, il y a de la dilatation de bronche qui vont, elles, être un symptôme d'une pathologie dysimmunitaire, un phénomène immunitaire dysimmunitaire. L'exemple type, c'est l'aspergillose bronchopulmonaire allergique où la dilatation de bronche fait partie des critères diagnostiques de l'ABPA. Alors, juste rapidement, sans rentrer dans les détails, vous allez certainement voir, ou vous avez déjà vu, je ne sais pas, la succession des cours, cette entité ABPA dans le chapitre asthme. Mais en tout cas, ce qui se passe, c'est qu'il y a un phénomène immunitaire contre l'aspergillus qui va entraîner une dilatation de bronche qui est volontiers bilatérale, mais volontiers proximale. Alors, on va également noter la dilatation de bronche dans un certain nombre de maladies de système, principalement la polyarthrite rhumatoïde,
dans les déficits immunitaires acquis, type VIH ou les patients qui ont subi des greffes d'organes. Et puis, il y a les dilatations de bronches d'origine génétique. L'exemple le plus fréquent, c'est la mucoviscidose. C'est une étiologie reconnue, avérée de la dilatation de bronche. La dilatation de bronche est volontiers bilatérale, diffuse, volontiers kystique. Cette maladie est due à une mutation d'un gène, le gène CFTR, et qui va entraîner une symptomatologie bronchique et digestive. Alors, le diagnostic est posé devant la présence de ces signes respiratoires et de ces signes digestifs chez des enfants, et le traitement idéal, c'est la transplantation pulmonaire. Et puis, on a les autres anomalies, là aussi génétiques, comme l'anomalie de la fonction ciliaire. Alors, vous vous rappelez un petit peu la clairance mucociliaire, l'importance de cette clairance mucociliaire et de ce tapis mucociliaire pour nettoyer un petit peu les bronches de tout ce qui est macromolécules, de tout ce qui est germes, de tout ce qui est hypersécrétion. Et lorsque j'ai une anomalie au niveau des cécilles, on va avoir la stagnation de sécrétion et donc le développement de syndromes inflammatoires. Le syndrome inflammatoire et la colonisation bactérienne, par exemple le syndrome de Cartagena ou le syndrome de Young. Et puis, il y a les autres déficits immunitaires, notamment les déficits immunitaires communs variables, qui est une étiologie qu'on doit chercher, qui n'est pas rare, mais qu'on ne cherche pas suffisamment et qui peut se compliquer par la dilatation de bronches et les infections et dont le traitement est les injections d'immunoglobulines. Comment allons-nous faire le diagnostic, ou plutôt, quelle est la démarche diagnostique? Je les ai classés comme ça. Premier élément, quels sont les éléments qui vont nous permettre de poser le diagnostic positif? Quels sont les examens ou les éléments qui vont nous permettre de poser le diagnostic étiologique? Quels sont les diagnostics différentiels de la dilatation de bronche? Et quel est le bilan à faire devant des dilatations de bronche? Commençons par le diagnostic positif. Souvent, la clinique est parlante. Le plus souvent, la dilatation de bronche est symptomatique. Le plus souvent, les patients ont des symptômes et ont des symptômes chroniques. Et souvent, cette symptomatologie est évocatrice. D'ailleurs, dans la petite vignette avec laquelle j'ai commencé mon cours, je vous l'ai bien dit, cette patiente va consulter pour l'apparition d'hémoptysie, mais elle vous rapporte que, en fait, elle a des symptômes depuis longtemps. Et depuis toujours, elle a des expectorations purulentes, mucopurulentes, et elle utilise des antibiotiques souvent. C'est-à-dire que la symptomatologie est souvent évocatrice et que vous devez évoquer la dilatation de bronche devant une présentation clinique. Ça peut être une toux chronique. Mais cette toux, elle a une caractéristique. Elle est grasse, elle ramène des expectorations et elle est récidivante. On peut également faire le diagnostic au décours d'épisodes d'infection. Ce sont des patients qui vont venir pour des infections à répétition. Ils ont tout le temps des surinfections à répétition. C'est le cas de Fatima, par exemple, où elle vient, où elle vous dit que c'est pas la première fois, qu'elle a toujours des expectorations et que ces expectorations sont souvent purulentes et qu'elle a souvent recours aux antibiotiques. Ce sont des surinfections à répétition. On peut également poser le diagnostic dans un tableau de complications. Les complications, surtout d'origine infectieuse, c'est souvent le cas. L'abcès ou les pleurésies purulentes. Les patients peuvent consulter pour des hémoptysies, c'est-à-dire qu'ils se sont tellement habitués à avoir une toux et des expectorations que finalement, ils se sont habitués à ça. Mais quand ils crachent du sang, ils ont peur et c'est là où ils vont venir diagnostiquer. On peut également poser le diagnostic devant des complications non infectieuses, on va en parler. Ou bien, rarement, mais ça existe, on peut poser le diagnostic devant une découverte fortuite. On réalise un bilan radiologique pour une raison X, un bilan préopératoire ou un bilan d'embauche, et on va découvrir des anomalies radiologiques de dilatation de bronche. Donc finalement, l'élément est le suivant. L'interrogatoire est un moment clé pour suspecter le diagnostic de dilatation de bronche. Souvent, très souvent, l'histoire est ancienne. La clinique est ancienne. Souvent, ce sont une toux. La toux est chronique. Elle est grasse, elle ramène des expectorations. Souvent, ces expectorations sont surtout matinales. Souvent, le matin, le patient va vidanger un petit peu ces sécrétions qu'il a accumulées pendant la nuit. Et c'est surtout le matin où il tousse beaucoup, il crache beaucoup.
Cette bronchorée, alors je définis la bronchorée, c'est-à-dire, je vais peut-être la définir sur la diapositive qui suit, c'est cette quantité importante d'expectoration. Elle est chronique, quotidienne, tous les jours, souvent le matin, et le plus souvent, elle est mucopurulente, voire franchement purulente. Les plomopathies récidivantes ou traînantes, et parfois, et ce n'est pas rare là aussi, ce sont des patients qui sont étiquetés comme asthme, mais ce ne sont pas des asthmatiques. Ils vont prendre un traitement pour asthme, mais ils ne vont pas pourtant pas s'améliorer. La bronchorée. La bronchorée, c'est le principal signe fonctionnel. C'est le principal signe fonctionnel. Alors, comment on définit la bronchorée? Ce sont des expectorations, mais qui sont très abondantes. La définition, c'est supérieur à 100 ml par jour. Mais sachez qu'on peut arriver à plusieurs centaines de millilitres par jour. Souvent, quand je vous le dis, c'est le matin. En fait, ce qui se passe, quand le patient dort, eh bien, il va moins vidanger ses bronches. Et quand il va se réveiller tôt le matin, il a besoin de faire cette toilette matinale. C'est-à-dire qu'il va se mettre à tousser, il va commencer à vider ses bronches. Donc la bronchorée est vraiment le symptôme le maître symptôme. Quand on a une bronchorée, il faut suspecter une dilatation de bronche et il faut faire les examens complémentaires pour la confirmer. Cependant, cette bronchorée n'est pas constante, elle est variable. On peut avoir des expectorations qui sont certes quotidiennes, mais pas aussi abondantes que pour définir la bronchorée. Le deuxième signe fonctionnel, qui est fréquent, voire très fréquent, ce sont les hémoptysies. Alors, les hémoptysies, elles sont fréquentes, souvent à l'occasion d'une suraffection bronchique, où c'est là où on va avoir des crachats hémoptoïques. Le plus souvent, elles sont de faible abondance, de faible à moyenne abondance. Le plus souvent, elles sont de faible abondance et elles ont pour origine cette rupture de ces petites hypervascularisations systémiques, ces néovaisseaux qui se sont constitués au fur et à mesure de l'inflammation. Cependant, elles peuvent être massives, elles peuvent être importantes, elles peuvent nécessiter une intervention en urgence lorsque, comme je vous l'ai dit au départ, on a une rupture entre l'anévrisme artério-bronchique, entre cette communication entre les deux systèmes. La dyspnée. La dyspnée, vous comprenez bien que mon patient ne sera dyspnéique que si j'ai une dilatation de bronche diffuse bilatérale. Si j'ai une dilatation de bronche localisée, par exemple, localisée au niveau du lobe moyen, le reste du parenchyme pulmonaire est normal. Donc, à ce moment-là, mon patient n'est pas censé être dyspnéique. S'il est dyspnéique, il faudrait que je cherche autre chose. Mais en tout cas, la dyspnée chronique, on ne va la ressentir ou le patient ne va la manifester que quand la dilatation de bronche est diffuse bilatérale. On peut avoir des signes généraux, surtout lorsque le patient est en épisode en période infectieuse. C'est-à-dire, on peut avoir de la fièvre, une asthénie, une altération de l'état général. Donc, les signes généraux sont présents dans les épisodes infectieux et, hélas, sont présents à l'étape terminale de la DDB, c'est-à-dire lorsque j'ai l'insuffisance respiratoire qui a compliqué la dilatation de bronche. Bien. Si j'examine mon patient, quels sont les éléments que je vais trouver? Alors, là aussi, en général, les patients, il y a une hypersécrétion, ils ont beaucoup d'expectoration, donc je vais ausculter des ronflants, voire des sous-crépitants. Parfois, je peux même avoir des sibilants. Et vous allez me dire, mais pourquoi vous allez avoir des sibilants? Je vais avoir des sibilants parce que, rappelez-vous, je vous ai dit que c'est une augmentation permanente du calibre des bronches, mais également une perte de la rigidité de ces bronches. Donc finalement, les bronches, quand vous allez expirer, les bronches, elles sont molles. Elles vont donc se collaber et se fermer et on peut avoir des sibilants. C'est pour ça que on peut avoir des patients qui ont une dilatation de bronches qui sont étiquetés comme asthmatiques et pour autant, ce ne sont pas des asthmatiques. Alors, l'hypocratisme digital est le témoin d'une évolution vraiment chronique sur plusieurs années d'infections bronchiques répétées. On peut avoir un hypocratisme digital. On peut également, le plus souvent, ce sont des patients, des DDB anciennes, avec des infections à répétition, et le plus souvent qui sont déjà au stade d'insuffisance respiratoire chronique. Mon examen peut être pauvre, totalement normal. Et c'est le cas des patients qui ont une dilatation de bronche localisée, peu étendue, ou les patients qui sont très observants, qui font de la
très très bonne kiné respiratoire et qui drainent les bronches de manière quotidienne, voire pluriquotidienne, et donc ils ont un bon drainage. Et à ce moment-là, je ne vais pas avoir l'accumulation des sécrétions et je vais avoir une auscultation qui est normale. L'examen clinique peut également me montrer des signes de retentissement, notamment les signes de retentissement sur le cœur droit. C'est parmi les complications de la dilatation de bronche. C'est le développement du cœur pulmonaire chronique ou de l'insuffisance cardiaque droite. Et je peux avoir des signes d'insuffisance cardiaque droite, soit au décours d'une infection ou d'une exacerbation de cette DDB, soit lorsque la DDB est tellement importante et lorsque j'ai un cœur pulmonaire chronique. Alors je vous rappelle, juste pour rappel, quels sont les signes d'insuffisance cardiaque droite, c'est-à-dire les hépatalgies, le reflux hépato-jugulaire, les œdèmes des membres inférieurs, ce sont des signes d'insuffisance cardiaque droite. Et devant tout patient qui a une dilatation de bronche, je dois aller chercher tous les foyers infectieux, principalement les foyers ORL, les foyers bucco-dentaires. Pourquoi? Parce que finalement, ce sont ces foyers, si on ne traite pas les dents, si on ne traite pas la sinusite, si on ne traite pas les chico-dentaires, eh ben, on va avoir ces foyers infectieux vont finalement ensemencer en continu les bronches et ils vont entretenir encore plus ce phénomène de colonisation bactérienne et de phénomène inflammatoire et donc aggraver le patient et le patient va être tout le temps sur un. Donc, vous voyez bien que la clinique est très parlante, est très importante. L'interrogatoire est un élément clé. L'examen est tout aussi important. Ces deux éléments vont nous permettre d'évoquer le diagnostic de la dilatation de bronche. Mais pour autant, ne sont pas suffisants pour confirmer la dilatation de bronche. Quel est le moyen qui va nous permettre de confirmer la DDB? C'est l'imagerie, la radiographie thoracique et le scanner. Cette imagerie va confirmer la DDB, certes, mais va nous dire est-ce que je suis sur une DDB localisée ou une dilatation de bronche diffuse. Elle va également préciser le caractère morphologique de la dilatation de bronche. Est-ce que c'est cylindrique? Est-ce que c'est variqueux? Est-ce que c'est kystique? Elle va chercher les complications de la dilatation de bronche et évaluer donc la gravité via l'extension de la DDB. Alors, on va commencer par la radiographie thoracique. Une radiographie thoracique chez un sujet qui présente tous ces symptômes dont je vous ai parlé, d'accord, peut être normale. Et elle est normale dans 30% des cas. Pour autant, elle ne va pas éliminer le diagnostic. Bien, donc je peux avoir une radio normale, mais si j'ai une radio normale, avec une clinique qui est parlante, une symptomatologie chronique, une bronchorée, une toux chronique, des épisodes de surinfection à répétition, je ne dois pas m'arrêter à cette étape de radiographie thoracique, je dois pousser plus loin. On va voir quel est l'examen qu'on va demander après. Je peux avoir des signes en rapport avec la dilatation de bronche. Soit je vais voir cette dilatation de bronche sous forme de clarté tubulée, c'est-à-dire je vais voir les parois bronchiques qui sont épaissies et qui est silhouettée, je vais arriver, par la clarté bronchique, c'est-à-dire c'est une bronche dilatée mais qui est vide, il y a de l'air. C'est ce qu'on appelle une image en rail. Quand cette bronche est pleine de sécrétions, les sécrétions qui ne s'évacuent pas, je vais avoir des opacités tubulées. Et ces opacités tubulées, ça peut être donc des sécrétions muqueuses qui vont obstruer la bronche. Soit ce sont ces sécrétions qui vont dilater la bronche, c'est ce qu'on appelle une impaction mucoïde. Et là, ce n'est pas réellement une DDB, mais si le phénomène se pérennise, on va aboutir à la DDB. Soit c'est des bronchectasies, c'est-à-dire des bronches qui sont dilatées, où les sécrétions vont s'accumuler et ne pourront pas être drainées. Alors ici, je vais vous montrer ici les deux exemples. Regardez avec moi cette radio. On voit bien ici que j'ai la paroi, on arrive à voir les parois des deux bronches avec la clarté qui silhouette cet épaississement bronchique. C'est ce que j'ai appelé, c'est ce que j'appelle une image en rail. Là, c'est encore plus évident. On voit bien que les parois bronchiques sont bien épaissies. Normalement, on ne voit pas. Comparé la droite avec la gauche, je ne vois rien ou moins bien ici que là. Ici, j'ai ce qu'on appelle la clarté tubulée. Un autre aspect radiologique sur la radiographie thoracique, c'est lorsque j'ai
des bronchiectasies moniliformes qui sont les unes à côté des autres. On va appeler ça un aspect en pseudo-rayon de miel. Pseudo-rayon de miel, puisque vous allez voir dans le cours sur les pneumopathies infiltrantes diffuses l'aspect de rayon de miel. C'est un pseudo-rayon de miel, c'est-à-dire que ce n'est pas un vrai rayon de miel en fait. Rayon de miel, un peu, ça ressemble au rayon de miel hein, dans la ruche des abeilles. On peut avoir des images aréolaires, on peut avoir carrément des images kystiques, de véritables kystes, plusieurs kystes, hein, avec plusieurs cavités les unes à côté des autres. Et parfois, hein, je vous l'ai montré tout à l'heure en bronchographie, carrément un niveau liquide, c'est-à-dire les sécrétions qui vont venir au niveau de la base de la DDB stachyforme. D'accord? Donc, on va avoir un niveau liquide. Donc, les sécrétions qui vont apparaître comme des opacités. Là, le niveau hydroaérique qui constitue l'interface entre les sécrétions et l'air au niveau de la DDB kystique. Alors ici, je vous donne l'exemple, par exemple. Vous voyez bien ici hein, ces différentes lésions kystiques, sacciformes, hein, avec parfois des niveaux, regardez là, là il y a un niveau liquide, et là c'est des DDB kystiques bilatérales. Regardez, ça intéresse les deux lobes inférieurs. Hein. Là aussi, alors là on les a toutes, hein. On a la moniliforme que je vous montre ici avec mon pointeur, d'accord? On a, regardez là ici, on a des images aréolaires à ce niveau-là, d'accord? Donc voilà, deux images, deux exemples de radiographie thoracique qui montrent la DDB. À cette étape-là, c'est suffisant. J'ai le diagnostic de dilatation de bronche. Je n'ai pas besoin de plus, d'accord? C'est-à-dire, j'ai une clinique, j'ai une radio. Ça ne peut être que une dilatation de bronche. Je peux m'arrêter là. J'ai posé le diagnostic de la DDB. Alors, regardez ici, voilà un autre exemple de dilatation de bronche. Ici, hein, je vous l'ai montré silhouetté par des flèches. Là, ici, c'est de la dilatation de bronche. Et regardez ici la prédominance au niveau des deux lobes supérieurs, à ce niveau-là, des images aréolaires. Hein. C'est probablement des séquelles de tuberculose chez ce patient. Je peux avoir des signes indirects. En fait, je vais avoir des signes indirects. Je ne vais pas avoir la dilatation de bronche, mais je peux voir les complications de la dilatation de bronche. Je peux avoir une image d'abcès, un épanchement pleural, d'accord? Que quand je vais drainer mon épanchement pleural ou traiter mon abcès, je vais mettre en évidence la DDB qui est cachée par la complication. Ou je peux voir, par exemple, ici, j'ai la dilatation de bronche, mais en fait, j'ai une image d'atelectasie, hein, de collapsus. Et ici, si vous voyez, là, je vous l'ai silhouetté par deux petites flèches. En fait, ce patient, c'est un corps étranger, c'est une dent, en fait. C'est une dent qui a obstrué la lobaire inférieure gauche et qui a entraîné une accumulation de sécrétion au niveau de ce lobe inférieur gauche et la constitution de la